cas, je vais faire entrer Manon Aubry sur ce plateau, eurodéputée LFI. Vous vouliez peut-être réagir aussi, Laure Lavalette? Non, je lui ai proposé ma place. Ah d'accord, oui. Ah bah non, si restez un petit peu avec nous alors. Volontiers à cette semaine. Vous allez pouvoir répondre à Manon Aubry. Bonsoir Manon Aubry. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous sentez trahi par le Parti socialiste notamment? Alors, d'abord, ce soir, je ne me sens pas que trahi. Je me sens d'abord profondément en colère. Ce qui est en train de se passer, je crois qu'on ne le mesure pas bien encore à quel point c'est un coup de force inouï. Alors, on a un président de la République qui a perdu les élections, qui a nommé un Premier ministre, qui est tombé, qui a renommé un Premier ministre, qui est retombé, qui a renommé un Premier ministre qui a duré 14 heures et qui est retombé. Pardon, c'était long à dire. Mais en fait, quand je vous parle d'un coup de force, c'est quelque part même une forme de bras d'honneur à la démocratie, aux Françaises et aux Français. Et moi, on a un fou furieux qui est à la tête de l'Élysée et qui gouverne notre pays. Et au bout d'un moment, il va falloir redevenir sérieux 5 minutes et qu'il s'en aille. Quant au Parti socialiste, je ne sais pas, à l'heure où on se parle, le rôle qu'il joue. Manifestement, on a du mal à avoir des réponses claires sur accord de non-censure ou pas. Mais je leur dis très solennellement, s'ils vont là-dedans, en fait, qu'ils disent adieu définitivement à la gauche. Et on a vu... C'est bien. Bah, vous ne savez que être sur ce mode-là. Vous menacez vos partenaires du matin au soir. Continuer la politique macroniste, c'est pas une menace. On n'est pas là pour continuer la politique macroniste. J'ose espérer. C'est pour ça que je dis, à l'heure où on se parle, je ne sais pas. Je sais juste que la fable qui a consisté à croire à un Premier ministre de gauche, même si j'aurais voulu un Premier ministre de gauche. On veut tous, quand on a fait campagne en l'occurrence sur un programme commun, on veut tous un Premier ministre de gauche. Mais le fait est que c'est raconter des histoires. C'est pas les Français, tous ceux et deux, déjà toutes les deux. Je vous l'accorde. Tous ceux qui ont fait campagne à gauche et le bloc politique qui est arrivé en tête. Je vous l'accorde. Pardon, je vous l'accorde. Mais le fait est que moi, je me dis, au terme de cette semaine, heureusement qu'on n'a pas mis les mains dans cette tambouille, parce que c'est ça qui dégoûte de la vie politique. Franchement, est-ce que vous auriez accepté l'invitation d'Emmanuel Macron si elle vous avait convié à l'Élysée? Non, parce que moi, je suis pas là pour aller négocier, pour poursuivre la politique macroniste. Vous voyez bien que cette réunion n'a rien donné. C'est pas forcément poursuivre, c'est peut-être aller discuter. Vous voyez bien les résultats. La réunion a duré 2 heures. Chacun a dit bonjour, je vous aime bien ou je vous aime pas, je veux continuer votre politique ou non, de manière plus polie, évidemment. Et à la fin, on a le même Premier ministre. Enfin, à quel moment on pense que Emmanuel Macron a pris à la fois les participants à cette réunion au sérieux, ce qui est un manque de respect pour ceux qui ont passé 2 heures de leur temps à aller à cette réunion à l'Élysée. Mais au-delà des responsables politiques, c'est les Françaises et les Français qui prennent pour des imbéciles. Laure Lavalette, vous seriez allée à cette réunion à l'Élysée? C'est pour le coup assez hallucinant de ne pas avoir été invité, parce que Emmanuel Macron est le président de tous les Français, de ceux qui ont voté et qui n'ont pas voté pour lui. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de rupture quand même dans la stature présidentielle. Mais non, nous n'y serons pas allés. Mais donc en fait, vous voulez être invité pour refuser l'invitation? C'est tout à fait le droit de l'opposition, monsieur Dumont. On a le droit de ne pas répondre à toutes les... Excusez-moi, on est toujours venu, on a toujours expliqué pourquoi. Alors, excusez-moi, je pense que vous êtes assez mal placé, surtout ce soir. Vous êtes capable de vous satisfaire de la suspension de la réforme des retraites. Le sketch, il est plutôt de votre côté. Mais par contre, ce qui est absolument hallucinant, c'est l'excuse avec laquelle l'Élysée ne nous invite pas, parce que nous demandions une dissolution, alors qu'Édouard Philippe, qui lui demande carrément la démission du président de la République, a été invité. Laure Lavalette, est-ce que vous avez le sentiment d'un retour en arrière? Finalement, vous étiez considéré par Michel Barnier, par François Bayrou, qui vous considérez aussi dans l'arc républicain. Est-ce que là, vous avez le sentiment d'être revenu à la case départ, où finalement vous étiez exclu Alors, je pense que certaines discussions? Ce qui compte, voyez-vous, c'est qu'on soit considéré par les Français. Et vu l'IFOP d'hier soir, je pense qu'effectivement, quand vous avez été à avoir 36%, c'est que les Français voient en vous l'alternance, voient en vous les gens qui vont évidemment reprendre en main le pays et s'attaquer au redressement du pays. Parce que je vous rappelle quand même que ces gens-là, avec la complicité de ma voisine, puisqu'elle l'a élue, ils ont fait 1000 milliards de dettes en 7 ans. Autant de dettes qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Les intérêts de la dette dans 2 ans seront de 107 milliards d'euros. Il faut expliquer
expliquer aux Français ce qu'est le boulet de la dette. Ça nous empêche d'emprunter, ça nous empêche d'investir dans la recherche et le développement, d'investir dans les infrastructures, dans les constructions, dans les hôpitaux, dans les avions, enfin, dans les bateaux de la marine. C'est absolument terrible. Une dissolution maintenant et une incertitude sur le budget à venir. Mais si c'est pour changer radicalement de politique, parce que c'est ça dont les Français ont envie. Le changement radical que vous proposez, mettez-vous à la place des Français. Vous pensez, c'est à ça que vous arrivez à réduire 36% des Français. Mais c'est absolument, vous avez réussi à très convaincre condescendant. Bien sûr qu'on a des le poids de médias qui roulent pour vous, matin, midi et soir, tous les problèmes viennent de l'immigration. Les trains qui arrivent en retard, excusez-moi, vous êtes aussi dans l'eau des médias qui je suis dans l'eau où je me place déjà. Victor Merci, je suis journaliste politique et je parle en qualité de journaliste politique. Le programme du Rassemblement national, comme ceux de tous autour de cette table d'ailleurs, en tant que politique, est un petit peu plus fourni que la seule question de l'immigration. Pardon. En tout cas, quand on interroge leurs électeurs, puisque vous êtes friande de sondage, à plus de 70%, ils disent que leur problème principal, c'est l'immigration. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec la proposition que vous avez. En fait, c'est les Français. On leur dit, ça ne va pas, les immigrés. Ça ne va pas ici, les immigrés. Attendez, madame, là, c'est parfaitement caricatural ce que vous faites. Déjà, vous m'avez attaqué en tant que journaliste politique. Et ensuite, dire, par exemple, que le problème... Dire que le principal problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est pas dire que le seul problème, c'est le pouvoir d'achat. Bon, bah, c'est exactement la même chose avec l'immigration. L'immigration, sur tous les thèmes, vous nous le rabâchez, c'est le problème numéro 1 de la France. Je vous rabâche rien du tout, moi je suis journaliste politique. Il y a un fait divers, il y a une immigrée dedans, ça y est, ça devient une généralité. Vous ne parlez jamais du lien qu'il y a entre immigration et travail difficile, parce que les immigrés, où est-ce qu'ils bossent? Dans les boulots les plus difficiles. Je comprends pas le rapport. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas que ça dans le programme du Rassemblement national. Ils sont remplis d'immigrés qui vont travailler. Mais ça, vous n'en parlez jamais. Vous prenez tous les faits divers où il y a des immigrés, vous dites, voyez, ça fait un système. Les immigrés sont le principal problème de notre pays. Et vous faites monter la peur et la division en France. Et pour ça, je vous en veux énormément. Vous n'êtes pas patriote pour un sou. Ce qui est dommage aussi, c'est d'être aussi sourd finalement au cri des Français. Vous savez, 70% des Français ont envie de réserver. Je vous ai laissé parler. 70% des Français veulent une priorité nationale au niveau des logements sociaux et même à gauche. Sur leur expliquer que la pénurie du logement vient du fait qu'il y a des étrangers dans leur logement. Ce qu'il faut, la pénurie de logement vient du fait qu'on ne construit pas suffisamment de logements en France. Et tous les sérieux de France vous le disent. La faute aux Loisanne, aux lois qui interdisent, à tout ce qui empêche les maires de construire, à toutes les normes qui ont été rajoutées. Mais c'est pas les immigrés qui ont voté ces lois-là. Personne. Ça n'a rien à voir. C'est une pénurie de logement. Si elle a la pénurie de logement, c'est principalement parce qu'on peut des immigrés et vous leur mettez dans la tête que si elle a la préférence les Français ne sont pas des demeurés dans la tête de qui on met des choses. Les Français réfléchissent par eux-mêmes. Vous savez, ils vivent derrière. Et madame, pardon, mais les Républicains... On me dit qu'il ne faut pas parler en même temps, sinon on va perdre tout le monde. Les Républicains ont déposé, pour répondre à la question du logement et la question de la population étrangère, les Républicains ont déposé une proposition de loi qui a été passée en hémicycle, qui consistait à faire en sorte de réserver le logement social aux personnes qui travaillent, qu'elles soient françaises ou étrangères en situation régulière. Le RN a décidé, et c'est leur choix, de voir une préférence nationale, donc de voter contre notre proposition, parce qu'ils considèrent qu'il vaut mieux avoir des chômeurs français que des étrangers qui travaillent dans des logements sociaux. Mais les chômeurs, vous les mettez où, vous les bazardez dans la Nous, Seine? on préfère que les chômeurs travaillent plutôt qu'ils restent chômeurs, et c'est pour ça. Non, mais comme vous voulez qu'ils retrouvent du travail, c'est pour ça qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'on a mis en place les 15 heures de travail et de formation obligatoire pour les allocataires du RSA. C'est 15 jours avec des chômeurs et vous avez voté contre. Allez, je vais faire entrer dans la discussion Arthur Delaporte. Merci beaucoup Laure Lavalette d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir été là. Merci Aïda Adizadeh d'avoir été avec nous également. Petite réaction d'Arthur Delaporte. Bonsoir. On le rappelle, vous êtes député PS du Calvados et porte-parole du Parti socialiste. On le rappelle, Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre. Quelle est votre réaction ce soir? Censure ou pas censure? En tout cas, c'est le sentiment d'un grand gâchis et d'un écœurement, je pense, qui est partagé par un grand nombre de nos concitoyens. Comment ne pas, ce soir, ressentir une forme de colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui, semble-t-il, n'a toujours pas entendu le message des Françaises et des Français. La nomination de Sébastien Lecornu, c'est d'une certaine manière un pied de nez à la démocratie qui s'est exprimée il y a un an, un pied de nez à la crise qui s'est produite cette semaine et qui s'est traduite par la dislocation du socle commun sous les yeux ébahis des Françaises et des Français. Et donc aujourd'hui, il nomme un Premier ministre affaibli, un Premier ministre sans véritable majorité, et sans véritable cap. Moi, je vous dis, ce soir, je suis en colère.
Et pendant que vous parliez, Mathieu Vallet nous a rejoint. Bonsoir Mathieu Vallet. Bonsoir, merci de votre invitation. Député européen Rassemblement National. Aurore Malval, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique, rédactrice en chef du site du magazine Marianne. Et on est aussi avec Charles Sapin, bonsoir. Éditorialiste politique. Vous vouliez désespérément la parole, Manon Aubry. Oui, j'attendais que le débat s'apaise un peu, parce que je pense que parler tous en même temps, surtout à une heure si tardive, c'est pas compréhensible. Mais j'ai changé d'interlocuteur du Rassemblement National, mais ça s'adressait à Laure Lavalette, mais ça peut s'adresser tout aussi bien à vous. Bonsoir, Monsieur Vallet. C'est vrai que entendre le Rassemblement National dire on est l'écho d'une aspiration dans le pays, etc. Je crois savoir qu'il y a une aspiration forte dans le pays, y compris dans les électeurs du Rassemblement National, d'un départ d'Emmanuel Macron. Et je suis assez surprise de voir que Laure Lavalette, à l'Assemblée nationale, par exemple, avec son camp politique, a refusé la motion de destitution du président de la République, refuse de demander clairement le départ d'Emmanuel Macron et de se saisir de cet outil. Et à l'inverse, je préfère protéger ces petits postes. Aujourd'hui, on a un peu dégoûté de la situation politique. On se dit, le cornu est là pour préserver son poste. Voilà, on a déjà eu un mauvais épisode avec le cornu 1. Donc, en général, quand vous faites le deuxième, c'est plutôt l'épisode n'a pas été très long, quand même. Voilà, donc on peut s'interroger sur le deuxième épisode, vu le succès du premier. En général, quand vous faites un deuxième épisode, c'est que le premier a bien marché. C'était pas le cas. Mais pour en revenir à la destitution, le Rassemblement National, aujourd'hui, n'a qu'une priorité, c'est qu'il y ait une nouvelle élection législative pour permettre à Marine Le Pen de passer une nouvelle loi qui lui permette de se dérober de sa peine d'inéligibilité. Et moi, j'appelle cela des faux opposants à Emmanuel Macron, puisqu'il refuse d'utiliser les outils pour faire tomber ce président de la République qui, aujourd'hui, nous place dans le chaos. Et ça s'inscrit sans doute avec le fait qu'ils ont refusé de voter à plusieurs reprises, à 6 reprises, la motion de censure contre François Bayrou. Mathieu Vallet, vous êtes de faux opposants à Emmanuel Macron ? Aubry, qui est d'abord députée européenne comme moi, on était à Strasbourg cette semaine, n'a pas voté notre motion de censure pour... J'ai déposé une motion de censure, vous savez. Votre motion de censure, c'était pour la Palestine et Gaza, c'était pas contre Mme von der Leyen. Donc nous, on défend les Français, on défend pas Gaza. Soyez député à Gaza, ça vous réussira, parce que visiblement, la France, c'est pas trop votre truc. Vous n'êtes pas très sensible aux droits humains. Et vous n'êtes pas trop sensible à ce qui se passe pour vos compatriotes français. Moi, c'est d'abord les Français avant tout. Donc vous devriez être pareil. On est Français tous les deux, Madame Aubry. Je trie pas les bons élus et les mauvais élus. Moi, j'ai pas les droits humains en géométrie variable. Moi non plus, Madame. Allez, chacun à votre tour. Allez-y. Moi, j'estime que ce soir, on a un gouvernement par le corps nu pour Emmanuel Macron, sans le peuple. Ils ont revisité la déclaration de notre Constitution. Et nous, on est pour un gouvernement par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Et c'est pour ça que, contrairement à Manon Aubry et son parti, nous n'avons pas peur d'aller consulter le peuple et d'aller aux élections législatives. Une dissolution, j'ai pas peur, c'est simple pour le... Est-ce que vous êtes d'accord pour une dissolution, Manon Aubry ? Moi, j'ai pas de problème à avoir une nouvelle élection législative. Mais vous le savez comme moi... Vous ne l'appelez pas de vos voeux, en tout cas. Je n'ai pas de problème, moi j'ai jamais peur des élections, mais vous le savez comme moi que dans la 5e République, le président de la République a beaucoup de pouvoir. Et que le problème aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Mais comme vous avez l'air de le cajoler un petit peu, je comprends que vous vouliez qu'il reste au pouvoir, c'est pratique. En ce qui me concerne, je veux qu'il parte. Ça, c'est dans vos rêves en 3D au cinéma. Ça, la réalité, c'est que la destitution que vous appelez de votre vœu, elle n'était pas possible. Il faut les 2 tiers du Parlement. Il faut les 2 tiers du Parlement. Non, mais nous, on va pas. Non, mais moi, je suis pas Cirque Pinder, Madame Aubry, donc on va pas diffuser aux Français. Vous êtes des prestigitateurs à l'Assemblée nationale, nous, on est des gens sérieux. C'est peut-être la différence entre vous et nous. C'est un peu la réalité. Qui sauvait la peau de Bayrou, donc non, pas du tout. Qui a pas voulu voter notre censure pour M. Barnier et M. Bayrou? À quel moment vous avez réussi à faire tomber ces 2 premiers là? Nos voix ne vous gênez pas à ce moment-là. Quand on a fait tomber M. Barnier et M. sans nous, vous étiez peanuts, zéro. Donc vous assumez de ne pas avoir voté à 6 reprises la motion de censure contre M. Bayrou. Mais vous rigolez ou quoi, Mme Aubry? S'il tombe, c'est grâce à nous. Non, mais vous voulez le chaos pour mettre des gauchistes au pouvoir et dont vos amis. Nous, on veut pas le chaos pour mettre des gens qui vont mettre encore plus bas que tard la France. Je peux aussi vous qualifier de facho, tout ça n'avance pas beaucoup le débat. C'est ce que vous faites habituellement, vous faites même des petites vidéos à débattre sur TikTok qui ne servent à rien. On a des projets politiques opposés, je vous respecte et je vous confirme que si je veux gagner le pouvoir, c'est pour mettre en place une politique de partage des richesses, une politique de protection des bas salaires, abroger la réforme des retraites. Je vous confirme que c'est pour ça. Oui, bien sûr. Vous, quand votre lubie, c'est pas les juifs, c'est les riches. Quand c'est pas les riches, c'est les flics. Et dans les manifs auxquels vous participez, à bas l'État, les flics et les fachos, ça va ensemble. Vous tournez en boucle sur ça. En fait, c'est vos lubies. Vous changez de lubie à chaque élection comment et à chaque. Vous voulez pas répondre? Je vous ai parlé réforme des retraites, augmentation des salaires. Mais tout ça vous j'utilise, intéresse Madame, les notions et les termes que vous évoquez dans la campagne. Et pardon, Madame, une dernière. Pour l'instant, vous avez fait visiblement. Ah bah non, mais vous, c'est vos vidéos TikTok qui vous grandit pas. Quand vous faites le tour au sein du Parlement. Alors je vais faire TikTok avec grand plaisir. Je pose une question
question, parce que Mme Aubry joue la chevalière blanche. Tout le monde parle en même temps, mais allez-y, je termine sur ça. Mme Aubry joue la chevalière blanche, nous faire croire qu'elle est respectueuse de l'opposition et des gens qui sont élus comme elle. Parce que je suis pas un sous-élu, un pouilleux, contrairement à ce que vous pouvez faire croire. Hein. Simplement, jamais dit vous assumez... un sous-élu. Je n'entends jamais dire le contraire, en tout cas. Ce que j'aimerais bien savoir, Mme Aubry, je vais vite. Oh non, venant de vous, ça me desservirait plus que ça me servirait. Mais ce que je veux dire, Mme Aubry, c'est que vous faites bien des vidéos au sein du Parlement européen où vous dites les fachos et vous faites la toupie, comme quelqu'un qui, en fait, n'a pas d'idée politique. Quand vous allez devant le siège 19 de Jordan Bardella en disant qu'on sert à rien. C'est vrai qu'il n'est pas souvent là, mais si vous le reconnaissez... Plus que vous. Si vous le reconnaissez, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais qu'on avance. Vous pouvez me filmer au Parlement européen, moi je suis présente. Conception curieuse du respect de la démocratie et de ses opposants avec vos vidéos. Oui, allez, dans ce débat, vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole. Merci Mme Aubry d'avoir démontré que vous n'étiez pas sérieuse et que vous n'étiez pas... Arthur Delaporte, vous êtes toujours avec nous. Vous avez sans doute entendu aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui a appelé la gauche à se ressaisir. Bon, il est en quelque sorte dans le tout ou rien. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Que c'est mieux que rien, Sébastien Lecornu? Je ne dis pas ça parce que, pour moi, vous voyez, je ne suis pas un grand fan de Sébastien Lecornu. Moi, je défends des options politiques. Cette option politique, c'est ce qu'on a cherché à défendre depuis maintenant 3 semaines, c'est de dire, la gauche au gouvernement, j'ai l'impression que le président de la République refuse d'entendre, et de dire aussi quelle victoire on peut apporter aux Françaises et aux Français. Et aujourd'hui, nous, on est toujours sur les mêmes positions que celles qui étaient les nôtres quand on a été voir Sébastien Lecornu il y a 2 semaines ou il y a 1 mois. C'était de dire la suspension des retraites est la condition sine qua non de toute discussion véritable, parce que c'est ça que nous devons apporter aux Françaises et aux Français: revalorisation du pouvoir d'achat, suspension des retraites et justice fiscale. Et si jamais Sébastien Lecornu se défie à ça, il en connaît les conséquences. Nous avons été clairs et nous avons dit que nous le censurerions. Vous vous êtes allongé sur l'écran, Arthur Delaporte, mais on vous a bien entendu. Double appel, ouais. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que nous censurerions Sébastien Lecornu s'il ne répondait pas à ces exigences qui sont pour nous fondamentales, à laquelle il faut en ajouter une autre, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de terrible ces derniers jours, c'est que les Républicains ont clairement dit qu'ils voteraient pour le Rassemblement national dans une législative partielle contre le Parti socialiste. Et ça, c'est évidemment inacceptable, et il est inenvisageable pour nous qu'il y ait des membres d'un parti qui appellent à voter pour le RN contre le Parti socialiste au sein de tout futur gouvernement, et nous le disons très clairement. Mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du nom du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, est-ce que vous dites que ça valait la peine de se mettre la France insoumise à dos? Moi, je n'ai pas de sujet particulier avec la France insoumise. Nous, ce qui nous guide, c'est de savoir qu'est-ce qu'on apporte aux Françaises et aux Français. C'est pour ça qu'on a été élus, c'est pour essayer d'augmenter les salaires, de suspendre la réforme des retraites et de produire un programme de transformation sociale. Il s'avère qu'on n'a pas eu la majorité absolue, que finalement personne ne l'a. Et donc, dans ce contexte qui est totalement instable, il faut qu'on arrive à emporter le maximum. Voilà, ça c'est mon objectif. C'est pas de savoir ce que dit ou ce que dit pas Jean-Luc Mélenchon. Allez-y, permettez-vous, Charles Sapin. Superbe. Dites-moi, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'à vous écouter, donc, vous n'êtes pas dans une logique de censure systématique. Pourquoi? Pour faire avancer votre agenda politique, et notamment pour une suspension de la réforme des retraites. Or, on voit quelque chose qui se dessine dans l'unanimité des sondages, c'est que si jamais il y avait une nouvelle dissolution, et donc de nouvelles élections législatives, l'Assemblée nationale ne ressemblerait absolument pas à la précédente, et il y aurait fort probablement une majorité pour revenir sur cette réforme des retraites. Du coup, je ne comprends pas bien pourquoi vous n'allez pas dans le sens de la censure qui provoquerait une dissolution et donc qui permettrait bien plus sûrement d'arriver à votre agenda politique. Alors ça, vous pouvez le dire, mais moi je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'une censure, c'est un risque politique de faire aussi monter le Rassemblement national. Et moi, je ne le souhaite pas. Vous voyez, je ne souhaite pas, parce que ce que prédisait les sondages, c'est aussi cela. Donc, moi, je dis, on a une situation tripolaire. Demain, s'il y a une censure, il y aura de nouveau une situation tripolaire. Et objectivement, on sera toujours autant obligé d'essayer de trouver des compromis tout en cherchant à faire valoir nos positions. Donc, finalement, il faut réussir à faire avec l'Assemblée qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est notre position première. Après, s'il y a une dissolution, si le président de la République décide que manifestement c'est incompatible avec son agenda idéologique de supprimer, de suspendre la réforme des retraites, alors oui, on devra se résoudre à une dissolution. Et dans ce cas-là, nous irons au combat, évidemment, pour défendre les options que nous avons défendues depuis des mois dans le débat public. Alors, je vois bien que vous avez tous envie de poser des questions à Arthur Delaporte. Néanmoins, je voudrais juste faire réagir Manon Aubry.
franchement, est-ce que c'est pas une bonne chose malgré tout si une partie de la gauche, même sans LFI, arrive à obtenir une suspension de la réforme de retraite et une taxation des plus riches? Mais est-ce qu'on l'a obtenu ce soir? Est-ce que pas encore, mais il y a un bouger. Est-ce que Sébastien Lecornu en a parlé dans son interview cette semaine? Est-ce qu'il en a été question aujourd'hui de manière très claire à l'Élysée? Ça a été mis sur la table, mais il n'y a aucune avancée concrète. Vous savez, moi, j'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. Il y a eu une mobilisation historique contre la réforme des retraites. Des millions de gens qui sont descendus dans la rue. L'ensemble des syndicats qui étaient opposés à cette réforme. Une majorité à l'Assemblée nationale qui était opposée. À aucun moment, Emmanuel Macron n'a bougé le petit doigt, ne serait-ce que pour adapter sa réforme. Il l'a passé en force, au contraire, par 49.3. Et vous pensez que 2 ans plus tard, sur la réforme qui symbolise peut-être le plus ces 2 mandats et ces 2 quinquennats, il va dire... Okay, Elisabeth Borne est même revenue dessus. Mais vous savez comme moi que ça fait partie d'une stratégie. Et je pense d'un piège dans lequel tout le monde est tombé en disant « Regardez, il y a une toute petite ouverture ». Mais pardon, on nous a déjà fait le coup. Hein. Conclave sur les retraites, c'était il n'y a pas 3 ans, c'était il y a 6 mois. On nous a fait exactement la même histoire. Regardez, le Parti socialiste a obtenu des bougées, un conclave sur les retraites, on va pouvoir en discuter et tout. Quelqu'un sait ce qui a bougé sur la réforme des retraites? Rien. 2 ans de vie ont été volés à des millions de Françaises et de Français. Et nous, si on fait de la politique, vous savez, derrière toutes ces tambouilles-là qui dégoûtent, si on fait de la politique, à la fin, c'est pour changer concrètement la vie des gens. Et moi, je juge sur pièce quand on aura abrogé de facto cette réforme des retraites. Je vous fais réagir dans un instant, pardon, mais il y a quelqu'un qui attend dans le froid devant Matignon. C'est notre journaliste on pense aux conditions sur de travail place, de vos journalistes, hein. Milan Argelas, qui attendait désespérément devant Matignon. Et finalement, oui, on a eu un nom. Alors, un nom qu'on connaissait bien, c'est Sébastien Lecornu.